La villa Crespi à Horta, de style turco-mauresque, était jadis une belle maison bourgeoise. Aujourd'hui, c'est un hôtel. Nous prenons le petit train cahotant, très cahotant, qui va nous descendre au centre-ville, sur la rive. Les vaillants capitaines de vaisseaux nous attendent pour nous faire traverser et nous conduire en face à l'île San Giulio. En attendant, on fait un petit tour dans les ruelles et un panoramique sur les façades du XIIIe au XVe siècle, aux fresques encore parfois étonnamment fraîches. Ce Christ médiéval a déjà des allures de Renaissance. La traversée prend un certain temps, car nous abordons de l'autre côté de l'île, après l'avoir contournée entièrement, et longé le bloc du monastère bénédictin. Et on aborde juste au pied du monastère. La basilique romane à 3 nefs a subi de fortes influences baroques au XVIIe et XVIIIe siècle, ce qui explique la diversité de ses constructions et de ses fresques. La chaire de pierre noire polie qui porte les symboles des évangélistes est un pur chef-d'œuvre de l'art roman. Et au-dessus, l'orgue est plus moderne. Les reliques de San Giulio, arrivées sur l'île au IVe siècle selon la tradition, reposent dans la crypte. La maison des sœurs bénédictines, qui chantent à la basilique, dans la Via del Silencio.
La Via del Silenzio est une ruelle étroite qui fait le tour de l'île. On y trouve tous les 100 ou 150 mètres une sentence à lire ou à méditer. Jadis, seuls les religieux empruntaient cette voie vouée à la prière. Retour à la place du marché et au palais communal de style Renaissance qui date de 1582. Les fresques qui le couvrent des 4 côtés sont des blasons des familles nobles de la région, dont ceux de la famille de Savoie. La petite ruelle commerçante d'Horta, vue par un bout, puis par l'autre. Et c'est tout ce qu'on en dira. Horta possède aussi un jardin botanique, celui de la Villa Taranto, créé en 1931 par un officier écossais passionné de fleurs, Neil MacIcarn. C'était aussi un passionné de voyage. Il parcourut le monde, on dit qu'il en fit 7 fois le tour. Et à chaque fois, il ramena plantes, arbres et graines, qu'il réussit à bien acclimater. À la petite villa qu'il avait achetée à la marquise de Saint-Élie, il adjoignit bientôt les terrains alentours, qu'il transforma en un parc de 16 hectares, comportant même des serres pour les variétés tropicales. Depuis 1964, les jardins de la Villa Taranto appartiennent à l'État italien et un herbarium britannicum a été ouvert en 2005. La forêt de plantes exotiques doivent rentrer en octobre et repartir en serre car elles sont trop fragiles pour le climat actuel qui est beaucoup plus froid que jadis. Le labyrinthe des dahlias est très spectaculaire, mais en fait les cultures sont beaucoup plus faciles que celles des plantes que nous verrons plus tard. Dans les serres, la Victoria, qui peut atteindre 2 mètres quand elle est dans des conditions optimales, des bananiers, des papyrus, dans un mélange harmonieux, des nymphéas.
ici de beaux érables dont les graines semblent intéresser un touriste. Une petite chapelle aux vitraux fleuris se dresse au milieu des plantations. On continue à grimper et on croise un minuscule ruisselet. Tout en haut de la colline, enfin la fameuse villa qui n'a rien d'exceptionnel, au contraire du jardin. Et toujours l'eau courante, les bassins, les jets d'eau. Un champ de lotus en fin de floraison. Neil MacEachern, le créateur. Les arbres plantés dans cette partie du parc ont été plantés chacun en l'honneur d'une personnalité. Celui-ci, si beau et si large, est dédié à profusion de couleurs, profusion de vert tendre et nuancé, encore de grands beaux arbres,
La descente au retour avec ses points de vue en contre-champ.